On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va revenir sur les résultats financiers d'Apple, sur les ventes d'iPhone et surtout, on va parler d'Android. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Apple ne connaît pas la crise et surtout l'iPhone, dont les ventes ont doublé lors du dernier trimestre, atteignant le chiffre record de 37 millions d'exemplaires. Bilan, Apple se rapproche de la première place des constructeurs de smartphones, une position que lui avait ravie cet été Samsung. La concurrence est-elle aujourd'hui au niveau de l'iPhone 4S ? Ce dernier doit-il plus s'inspirer des innovations des haut de gamme de Samsung, LG ou encore HTC ? Débat en compagnie d'Ulrich Rosier du site Frandroid. On refait le Mac, épisode 88. iPhone, Android, le match. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme chroniqueur cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va chez toi dans tes nouveaux bureaux magnifiques ? De toute beauté. Écoute, très bien. La presse Mac se porte bien et le podcast aussi, donc tout va bien. Autre invité, autre chroniqueur que vous connaissez bien dans ce podcast, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Écoute, moi je me sens bien parce que j'ai un iPhone 4S et qu'avec ses petits, avec ses petits frères, il s'en est vendu 37 millions au dernit trimestre. Moi, je pense que c'est Cédric qui doit être un petit peu constipé un peu vénère. Mais vous êtes, je sais pas d'où vous sortez. Vous savez bien que ma seule religion, c'est l'état de l'art. Ouais, on va voir. Surtout qu'il y a d'autres gens qui sont là ce soir qui vont essayer de te soutenir, Cédric, dans l'effort. Mais n'allons pas trop vite. Autre chroniqueur, c'est Rodrigo Sepúlveda-Schulz, qui est investisseur, qui est podcasteur, qui est entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va ? Ça va pas mal. Et je crois que j'ai encore fait un deal cette semaine. Vous en saurez plus quand j'aurai signé les papiers, mais ça se présente bien. Bon, ça veut dire que tu pourras nous inviter c'est très bien. Investisseur en amorçage, comme on dit, un seed investor, la sortie c'est dans 5 à 7 ans. T'as le temps d'avoir des cheveux blancs et 3 enfants d'ici là. Et invité ce soir dans On refait le Mac, Ulrich Rosier, qui est l'un des fondateurs du site Frandroid. Bonjour Ulrich. Bonjour. Alors, si on t'a invité, Ulrich, c'est pour que tu apportes la répartie à Monsieur X et à Rodrigo et un petit peu à moi-même, et essayer de faire un petit peu l'état de l'art du marché Android par rapport aux annonces qui ont été faites à Apple mardi soir. Donc, messieurs, c'est pas vraiment une surprise, mais encore une fois, Apple a cassé la baraque avec les résultats financiers, avec un chiffre d'affaires de 46,33 milliards de dollars, une progression de 73% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Ça, c'est les chiffres pour les 3 derniers mois de l'année 2011, donc c'est les mois de Noël. Un bénéfice de 17,5 milliards, 97,6 milliards de cash, presque 100 milliards de cash sur le compte en banque. On a le tournis. On a le tournis, oui. Alors, ça confirme une chose, c'est que Apple est sur une spirale positive et en tout cas, Monsieur X, rien ne semble la briser, en tout cas pas la crise économique. Non, pas la crise économique et pas nos prévisions, et pas ce que tous les analystes pensaient une fois de plus, puisque le consensus général il y a quelques mois, c'était de dire l'iPhone 4S est un pis-aller, un casse-croûte d'attente de l'iPhone 5 et puis d'un iPad 3, et tout compte fait, la demande étant là, la qualité aussi du produit certainement étant là, l'écosystème d'applications étant là, la période de Noël étant là, Apple a fait le carton historique que tu venais de mentionner, quasiment 40 millions d'iPhone vendus. Personne n'était capable d'imaginer ça, surtout qu'en termes d'état de l'art,
côté Android, côté des autres fabricants de smartphones, ils ont pris, si on regarde les spécifications, la main depuis belle lurette maintenant. Donc concrètement, tu l'as dit, Monsieur X, c'est entre autres l'iPhone qui soutient le chiffre d'affaires aujourd'hui d'Apple avec l'iPad. Donc on va y aller directement. On ne parlera pas ce soir de Mac, ni d'iPad, ni d'iPhone, mais c'est vrai que l'iPad, ça marche très fort. Sur le trimestre de Noël, tu es quand même forcé de parler un peu de l'iPad, parce que c'est quand même l'un des trucs qui a tiré le chiffre d'affaires d'Apple. Alors déjà, parlons de Mac. 5 millions la barre des 5 millions qui est à nouveau franchie, plus 26% alors que le marché du PC est plutôt atone. Les ventes d'iPad, alors tu m'en parlais, donc 15,34 millions d'exemplaires. C'est beau, hein. Le trimestre d'avant, c'était 11,1 et celui d'avant, 9,2. Donc une accélération énorme. Non, ce qu'il faut comparer, c'est avec le trimestre de l'année dernière pour Noël. 7,33 millions, plus 110% de croissance en un an pour les fêtes de Noël. C'est assez impressionnant. Non, c'est très beau. Quel reste-t-il aux autres, Cédric ? Sur les tablettes, pas grand-chose. Sur les tablettes, Apple, c'est pour l'instant quelque chose comme 70% du marché. Mais avec raison, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé, moi, de tablettes qui soient encore... Après, il y a des choses qui se jugent à la marge. Même sous Android. Non, il commence à y avoir il y a des chouettes tablettes sous Android, mais j'en finis quand même toujours, pourtant j'en ai plusieurs, à revenir sur l'iPad pour quelques raisons. Sauf sur des trucs particuliers. Moi, le seul truc qui m'énerve sur l'iPad, même si je comprends la contrainte, c'est cet écran 4/3. Moi, je préfère le 16/9, mais qui s'est généralisé dans le monde Android. Mais sorti de ça, il y a encore un truc sur les tablettes qui fait que. Mais on va parler d'ice cream sandwich tout à l'heure. Peut-être que c'est ça aussi le déclic qui va permettre aux constructeurs de faire des tablettes qui, ça y est, vont devenir vraiment convaincantes. Alors, on va donner la parole à Ulrich qui n'a pas encore beaucoup parlé ce soir. Ces chiffres de vente, pour parler de l'iPad avant d'entrer dans le sujet avec l'iPhone, qui est le nerf de la guerre, ça te surprend qu'Apple garde une telle avance sur le marché des tablettes aujourd'hui par rapport à ce que tu connais, par rapport au monde Android notamment ? Ça ne me surprend pas. À côté de Frandroid, j'ai un site qui s'appelle lesardoises.com. Donc le marché des tablettes, je le connais pas mal. Et l'écosystème Android est vraiment pas en place. Il est loin d'être mature. J'ai même tendance à recommander des iPads. Encore. D'accord. God damn. Bon. Oui, parce que tu vas te faire flamer sur ton propre site. C'est énorme. Non, mais je suis un ovni. Je suis un ovni. Malgré que sur Android, il y a des choses très sympas qui arrivent. Il y a la Galaxy Tab qui a une belle finition, elle est fine. Il y a aussi Sony avec la tablette S, malgré qu'elle soit chère, je trouve. Un mauvais positionnement sur le marché, c'est quand même une tablette super intéressante. C'est quoi concrètement, Ulrich ? C'est plutôt au niveau du système ou qui n'est pas encore au niveau d'iOS, c'est ça ? Moi, ce qui me plaît sur Android, c'est le choix dans les tablettes. On a du 7 pouces, on a du 8 pouces, on a du 10 pouces. On a des tablettes avec des docks claviers comme chez Asus avec la Transformer Prime qui arrive, qui est super intéressante. Vraiment pas mal, effectivement. Ouais. On a des tablettes comme la tablette Sony S qui intègre des ports infrarouges. Du coup, on arrive à faire des choses plutôt sympas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore le produit ultime comme peut être le Galaxy S2 sur le marché du smartphone pour concurrencer directement l'iPad. Et surtout que si on comptabilise Cédric ou Rodrigo ou Monsieur X, le nombre d'iPad vendus par rapport au nombre d'ordinateurs personnels vendus par un HP, ça ferait d'Apple le plus gros vendeur d'ordinateurs si on considère l'iPad comme un ordinateur. Cédric, Rodrigo, c'est compliqué parce que tu remarques quand même qu'à chaque fois qu'on fait des comptes d'apothicaire, il y a des fois où on met l'iPad avec l'iPhone dans les activations iOS. Non, mais l'iPad tout seul. Je sais bien, mais ça peut pas être tout pour tout le monde. Ce que je vois juste, c'est que quand je pars en voyage, j'ai l'iPad et un MacBook. Un MacBook Air, donc voilà, un MacBook Air en l'occurrence. Enfin bon. Mais c'est vrai, Olivier, en tout cas, il se vend plus d'iPad que d'ordinateurs personnels chez HP. Oui, voilà. C'est impactant, mais c'est pas encore ça le marché de l'informatique. Ouais, d'accord. Monsieur X. C'est pas encore l'informatique, je suis d'accord avec Cédric, mais déjà, moi, je pensais pas que l'iPad allait avoir, on va dire, une telle résonance. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'achètent en substitution, non pas de leur ordinateur principal pour travailler, c'est pas vrai, mais en substitution d'un deuxième ordinateur, ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'une tablette. Et que maintenant, l'iPad et les tablettes en général ont un impact direct et durable sur les ventes d'ordinateurs. Donc il y a un peu le feu dans la demeure HP, et on parle d'HP, mais qui a arrêté les tablettes, qui revient, on ne sait pas trop. Ouais. Et même Asus, qui a été quand même très, très entreprenant sur ce marché-là, n'a pas encore trouvé la recette, comme le disait Ulrich. Je voudrais vous rappeler juste une excellente émission qui n'existe plus, qui s'appelle la French Connection,
Ah, c'était bien ça. Ah, C'est une excellente chaîne sur LCI Radio. LCI Radio, qui était animée par un excellent camarade qui s'appelait Cédric I. Cédric Ingrand. Un mec bien. Un mec Ouais. bien. Un mec Et bien. en avril, Il est un peu maigri depuis. en avril 2010, au lancement de l'iPad, dans l'émission, votre serviteur avait dit « Je ne doute pas du succès de l'iPad. Et la question n'est pas est-ce qu'on va acheter un iPad ou pas, mais combien d'iPad par foyer ?» Et l'émission de la semaine dernière, quand on parlait de lancement des livres éducatifs pour les enfants, je vous disais c'est un vrai problème. Combien on va avoir d'iPad dans la maison? Et effectivement, c'est un. Oui, mais à l'époque, tu disais on va en prendre plusieurs et on en fera des cadres photos. Chose qu'il faut rappeler la vérité jusqu'au bout. Ouais, mais bon, ça, c'est son côté. Le Chili a un petit côté méditerranéen. Pendant qu'on le recharge, qui aurait été chouette. Ah oui, c'est ça. Mais c'est un device extraordinaire de lecture et on voit maintenant avec tous les trucs animés, c'est un marché qui se stabilise. C'est à moins de 2 ans, je vous rappelle, ça a toujours moins de 2 ans. Et un truc pour consulter des livres, c'est vachement bien. Un dernier point pour Frandroid. Moi, j'ai eu la chance d'être assis à côté d'un monsieur vachement bien, il y a 2 jours, dont le job dans la vraie vie est de gérer la technologie chez Amazon. Vous voyez ce que je veux dire? Et il avait une petite tablette dans sa poche. Je dis son nom parce que ça s'appellera pas forcément Werner Vogel, c'est le CTO d'Amazon Monde. Et il me montrait son Fire. Alors, il n'était pas jailbreaké. Le Kindle Fire. Il n'était pas jailbreaké, donc c'est un petit device, c'est beaucoup plus petit, j'en ai jamais vu. Ça fait par rapport à mon iPad, c'est moins long, ça fait comme ça. Non mais c'est presque la moitié dans le sens de la hauteur. Ouais, et c'est extrêmement réactif, j'étais vachement étonné, t'as l'impression que ça va vachement plus vite qu'un iPad. Moi j'ai un iPad 1. C'est très joli en termes d'interface, l'interface standard, mais lui il avait une autre interface. Non. Mais ouais. On avait une interface Android, on pouvait booter sur plein de différents applicatifs. Ah voilà une info. Ça c'est sûr, hein, oui. Et oui. C'est Android dedans. Je te mets en mode consommateur, et hop, j'ai l'interface qui était très chouette. Il faut se dire que les gens achètent une tablette pour faire quoi? Mais pour consommer du contenu, consommer des applicatifs. Donc c'est très très chouette, en alternative à l'iPad, le Fire, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Mais, il paraît qu'on peut le faire tourner. On n'a pas les chiffres de vente exacte du Kindle Fire parce qu'Amazon ne les donne pas. Non. Mais, de toute façon, il est vendu qu'aux États-Unis. Pour l'instant. Pour un truc qui est pour l'instant circonscrit au marché américain, ça se vend par wagon, quoi. Ça se vend par bateaux entiers. Et c'est la taille d'un livre de poche. C'est 2 fois moins cher qu'un iPad. Pour lire, c'est la taille d'un livre de poche et c'est vachement bien. $200 pour une tablette couleur qui en plus permet d'avoir Angry Birds, des applis, etc., et qui évidemment, si vous êtes un lecteur de Frandroid, permet d'être jailbreaké et de mettre un stock Android dessus. C'est vachement intéressant, quoi. C'est vrai que c'est une tablette que c'est tablette de 7 pouces comme la Barnes & Noble qui est aussi la Nook Color et l'Amazon Kindle Fire, on les pousse beaucoup sur Frandroid parce qu'elles sont accessibles, parce qu'il y a toujours moyen de se les procurer en France. $200 pour l'Amazon et pour la Nook c'est $250 je crois. Et une fois qu'on arrive à enlever cette interface, ce système d'Amazon et mettre de l'Android, ça devient vraiment une super tablette pour comme un une prix autre, super quoi. intéressant. Ouais. Dernière chose pour clôturer sur le thème des résultats financiers et d'iOS, avant de parler de l'iPhone qui va faire le cuir de cette émission, donc il y a encore du temps. C'est l'Apple TV, c'est une surprise, Cédric. Ça y est, on a enfin des chiffres de vente. On avait déjà dévoilé quelques-uns lors de l'émission qu'on avait fait ensemble sur la télévision avant Noël. Alors, il semblerait qu'Apple ait vendu en 2011 2,8 millions d'Apple TV. Je pense que pas si mal que ça. Je pense que l'impulsion pour la vente des Apple TV, c'est pas tellement, il n'y a pas vraiment une nouveauté sur le contenu, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés sur les fonctionnalités, sauf AirPlay. Et tout à coup, pour tous ces gens qui ont acheté un iPad, moi je voyais chez je ne sais plus quel, chez Netgear, il y a un truc pour les gens qui ont des laptops un peu récents. Il y a un système chez Intel qui s'appelle WiDi, c'est du wireless display, qui permet d'envoyer l'affichage de son écran directement sur sa télé. Chez Netgear, ils ont fait un petit accessoire qui permet de faire ça. Ça coûte une centaine de $. En gros, ça coûte le prix d'une Apple TV. Et je pense que c'est un peu le même réflexe chez les gens qui ont un iPad aujourd'hui. Pour une centaine de $, ils peuvent envoyer ce qui se passe sur leur iPad directement sur l'écran de la télé. Et c'est vrai que ça peut avoir plein d'intérêt quand on sait qu'il y a plein d'applis vidéo sur ton iPad, ou il y a même des jeux, ça peut faire deuxième écran. Enfin, il s'est passé pas mal de trucs autour d'AirPlay. Je pense que c'est ça l'impulsion qui fait que ça fait sens de claquer $100 pour pouvoir avoir cette expérience de deuxième écran. Bon, en même temps, ça reste un hobby réussi, hein, mais ça reste un hobby. Tant qu'il n'y aura pas de vraie télé, cet espace-là n'aura aucun intérêt.
Alors l'iPhone, pour la première fois, vous le souvenez, lors du 4e trimestre, qui correspond à la période de l'été, les ventes de l'iPhone étaient en dessous des prévisions. Elles avaient franchement déçu. On peut supposer que c'était la faute de nouveaux modèles traditionnellement lancés en juin. Vous savez très bien que l'iPhone 4S est sorti en octobre. Alors, il s'était écoulé beaucoup moins d'iPhone donc l'été dernier, et cette fois-ci, il s'est écoulé 37 millions d'iPhone. Il semblerait que l'iPhone 4S ait repris de poil de la bête. C'est 37 millions contre 52% du chiffre 31. d'affaires d'Apple. Apple est un C'est fabricant énorme. de téléphones aujourd'hui. Ouais. C'est énorme. Donc, il faut rappeler que les prévisions, c'était 31 et Apple en vend 37. Bah, C'est ils quand font même plus, un ils font gap plus important. 20%, c'est pas mal. Ouais, C'est, alors Olivier, on n'a il faut- pas le Ouais. on n'a pas le contenu exact des ventes d'iPhone, à savoir la répartition entre l'iPhone 4S, l'iPhone 4 qui est toujours en vente et qui est vraiment fortement subventionné par les opérateurs et descendu en prix par Apple, et même l'iPhone 3GS si je ne m'abuse, qui le jour de l'introduction de l'iPhone 4S a été proposé à 0 € ou 0 $ par des gens comme ATT. Il n'y a pas le détail. Ouais. hein. Non, et Alors, il n'y a pas le détail, mais on a le des panier. modèles. Voilà. On a le panier moyen. Le panier c'est moyen est très haut, qui laisse penser, à plus de 600 $, qui laisse penser que l'iPhone 4S Voilà. est la star de ces 37 millions Eh oui. d'iPhone vendus, mais les iPhone 4 et les iPhone 3GS à 0 € font qu'Apple a pu même battre ses prévisions aujourd'hui. Donc c'est quand même Alors un là, ensemble. hein. Alors, si on reporte au trimestre 2011, premier trimestre, 16,4 millions. Donc voilà, plus 116%. Oui, mais il faut comparer des trimestres comparables. Là aussi, trimestre. Bah si. Oui, le trimestre de Noël de l'année dernière. Ah, d'accord, premier trimestre. Je crois que tu cette voulais année. pas parler du premier trimestre 2011. Ah ouais, plus 116%. On est passé de 16,4 à 37 millions. Je me tourne vers Ulrich. Est-ce que c'est une surprise pour toi? Parce que c'est vrai qu'on avait peut-être enterré un peu vite Apple et l'iPhone au moment où cet été, le Galaxy S2 cartonnait littéralement. Non, c'est pas vraiment une surprise. Alors moi, j'avais juste un chiffre que j'avais en bloc-notes, c'est le chiffre de Nielsen qui dit qu'il y a eu 57% d'iPhone 4S. Bon, c'est un chiffre qui est peut-être pas très loin de la réalité. Mhm. Alors, en fait, ce que j'ai vu dans le résultat d'Apple, c'est que le chiffre lié aux États-Unis a augmenté. La part liée du chiffre lié aux États-Unis a augmenté. Et lorsqu'on se focalise sur les États-Unis, on remarque qu'il y a eu un élargissement de la distribution à tous les opérateurs. Donc maintenant, Apple est en concurrence directe avec Android chez tous les opérateurs. Il y a eu, comme ça a été dit, une baisse du prix de l'iPhone, de tous les iPhones, en particulier de l'iPhone 3GS qui est gratuit. Ouais. Et en plus, on a le service iCloud qui est super attrayant. C'est les chiffres. J'ai vu qu'il y avait 85 millions d'utilisateurs iCloud. C'est ça. Donc bon, ça fait quand même pas mal d'arguments, mais je pense pas que c'est. En gros, c'est pas parce qu'il y a l'iPhone 4S qui est arrivé, c'est tous ces autres Quand même, facteurs. quand tu dis que ça représente près de 60% des ventes, l'iPhone 4S a eu un effet boostant. Mais c'est vrai que quand on l'a vu arriver, c'était plutôt la déception, Ulrich. On s'attendait plutôt à ce qu'Apple s'aligne sur les critères hardware, sur le form factor qu'avait introduit le monde Android, justement, alors que c'était plutôt Apple qui était jusqu'à maintenant la locomotive du form factor avec le 3,5. On est passé plutôt à du 4, voire du 4,3 pouces avec le Galaxy S2. On pensait qu'Apple allait s'aligner. Ils l'ont pas fait. Ils sont restés dans leur form factor, dans une évolution, une simple mise à jour, entre guillemets, de l'iPhone 4S avec beaucoup de marketing autour de Siri. On pensait que ça allait être difficile pour Apple. En fait, ça marche, quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Là. Et en plus, on a eu la mort de Steve Jobs. Inconsciemment, je pense que ça a rapproché les utilisateurs de la marque Apple. Ouais, ça aurait généré des ventes. Moi, je connais des gens qui n'achèteront Ouais. plus Apple parce que Steve Jobs n'est plus là. Donc, Non, mais j'ai des noms. Non, je pense que. Il y a aussi la Chine. Mais je faut pense pas que ça a oublier, joué. Oui. Ça. Il y a l'ouverture de la vente de l'iPhone en Chine. Alors, est-ce que ça s'est fait pendant le trimestre de Noël Non. ou après? J'ai un doute, c'est après. hein. Non, parce qu'il a été retiré de la vente. Et puis après, il a été retiré de la vente. Et puis Tim Cook. Le 4S, hein, le 4S ouais. a été retiré de la vente. Et- Alors que la Chine peut pousser les autres Voilà. modèles. Hein. Donc, il y avait vraiment cet appel d'air en Chine. Et Apple en a encore sous le pied, puisque non seulement il a été retiré de la vente, devant les émeutes, mais Tim Cook a admis que le lancement était mal préparé, notamment au sens où ils n'arrivaient pas à fournir à la demande.
Voilà, donc Mais il peut-être faut, au moins faut raconter l'histoire des émeutes devant les Apple Store en Chine. Ils ont arrêté les ventes. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui étaient dans la queue étaient ce qu'on appelle des scalpers, c'est-à-dire des gens qui étaient juste là pour acheter des iPhones et pour les revendre au plus offrant après. En gros, pour assécher le marché, et c'est exactement la même chose que des places pour un concert de Lady Gaga, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté les ventes. C'est parce qu'évidemment ils n'arrivaient pas à fournir, mais ils n'arrivaient pas à fournir des gens qui n'étaient pas in fine des utilisateurs finaux. Alors, est-ce qu'on peut dire, messieurs, qu'au jour d'aujourd'hui, au vu de ces chiffres, avec des nombres d'iPhone qui a doublé quasiment d'une année sur l'autre, qu'Apple est redevenu, contrairement à l'été dernier, parce que l'été dernier, notamment en Europe, c'était Samsung qui était devenu le plus gros constructeur et le plus important constructeur de smartphones en Europe, devant Apple. Il lui avait raflé la première place, que Apple est redevenu et que l'iPhone est redevenu le premier smartphone, du moins en Europe ou voire dans le monde. Oui, comme modèle unique, ça fait pas de doute. Est-ce qu'il se vend autant d'iPhone ? Moi, en part de marché de smartphone en général, il faudrait le voir pays par pays, c'est un peu compliqué. Mais je pense que de fait, il y a des choses dont on n'a pas beaucoup parlé parce que ça nous semblait pas très intéressant en termes d'usage et de nouveautés. C'est-à-dire, par exemple, l'existence d'un 3GS gratuit. Ça, je pense qu'il y a plein de pays, la Chine par exemple, où ça doit faire beaucoup en termes de vente unitaire. Alors évidemment, c'est moins rentable que de vendre des 4S ou des 4, mais c'est important en termes de part de marché, et c'est un peu le truc qui manquait à Apple depuis le début. Il manquait pas d'offres d'entrée de gamme. Je pense qu'ils ont réussi à combler cette offre d'entrée de gamme avec un iPhone 4 moins cher et un iPhone 3GS gratuit, et ça se voit. Et si le chiffre que nous donne Ulrich est vérifié, c'est-à-dire que l'iPhone 4S fait 57% des ventes de smartphones Apple, ça veut dire que les 43% restants, c'est cette entrée dans, j'ai pas envie de dire le low cost, mais enfin cette offre d'entrée de gamme qui était importante pour regagner de la part de marché. Je vois pas comment on peut avoir le panier moyen à 600 € et représenter que non, je crois que c'est $600, Olivier. Ah, $600. Pareil. Première chose, c'est $600, donc ça fait beaucoup moins en euros, ça doit faire peut-être, je sais pas, un 470 si quelqu'un a le temps de calculer avec le taux de change à 1,30. Et deuxième chose, on parle de panier moyen, mais c'est le panier moyen auquel Apple vend les téléphones, soit ses clients finaux, soit aux opérateurs. Ah, aux opérateurs. C'est pas parce que l'iPhone GS est à 3 € à 0 € qu'Apple le vend à 0 €. Bien loin de là. Donc $600, c'est le panier moyen d'Apple vers les opérateurs et les clients moyens. Ça doit faire 470 €. Si le panier moyen de l'iPhone 4S tout seul est plutôt à 720 €, c'est-à-dire $950 pour les gens comme moi qui l'ont acheté sec, avec le chiffre d'Ulrich, on doit être à peu près à ces $600. Ça te semble réaliste. Ça reste énorme parce que $600, je vous rappelle que c'est le prix d'un portable Hewlett-Packard, un ordinateur portable Hewlett-Packard de 15 pouces, quoi. Donc, Apple fait plus d'argent en vendant des téléphones que beaucoup de gens dans l'informatique et la téléphonie. Ça reste un marché qui est tiré vers le haut de gamme de manière carrément étonnante. Ulrich, est-ce qu'on peut faire ensemble un petit état des lieux du marché Android aujourd'hui en termes de part de marché? Qu'est-ce que ça représente par rapport à iOS? Est-ce que déjà les constructeurs, est-ce que Google communique sur ce sujet-là régulièrement? Alors Google communique pas sur les parts de marché. Les parts de marché, on les a avec les différents observatoires. Aujourd'hui, Google, les chiffres qu'ils ont annoncés, c'est 250 millions d'appareils sous Android, 700 000 vendus par jour, enfin activés par jour. Donc c'est des chiffres énormes. On l'a, je pense, globalement dans quasiment tous les pays, sauf cas exceptionnel, Android qui a la plus forte part de marché devant Apple. Ouais. C'était le cas aux États-Unis dans un premier temps, et maintenant c'est le cas dans beaucoup de pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On a des parts de marché d'Android qui se situent entre 30 et 60% selon les pays. Le seul chiffre que j'ai trouvé de mon côté concernant Android, ça date du 3e trimestre 2011, ça date un petit peu. 52,5% du marché pour la plateforme de Google au niveau mondial, avec 115 millions de smartphones vendus dans le monde en 2011. Et effectivement, tu l'as dit, Ulrich, Andy Rubin avait dévoilé, le vice-président de l'ingénierie chez Google, a déclaré avoir activé qu'il s'activait chaque jour 700 000 smartphones. Alors qu'Apple essayait de répondre, je dirais point par point, souvenez-vous, lors des différentes keynotes du temps de feu Steve Jobs, aujourd'hui, il semblerait qu'Apple ait laissé tomber et ait compris qu'il ne pourrait rien faire face à ce rouleau compresseur. Mais est-ce qu'on a au moins des chiffres, et peut-être que Ulrich va pouvoir nous éclairer, sur Motorola? Parce que Motorola est devenu une société de la galaxie Google. Donc là, il devrait être capable de nous en parler. On devrait avoir une intégration logicielle matérielle encore plus parfaite côté Android, et on aimerait bien que Google nous donne
Des chiffres côté Motorola. Les choses sont peut-être encore un petit peu trop récentes. C'est un peu encore frais. Et puis, on l'a vu, hein, il y a eu des questions qui ont été posées à Eric Schmidt là-dessus. Il a dit, attendez, Motorola reste une société indépendante, elle nous appartient, mais elle n'a pas été avalée à l'intérieur de Google. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, le dernier Galaxy Nexus, enfin le dernier Nexus, c'est-à-dire cet appareil qui est co-marketé par Google, c'est le Google Phone. Derrière, il n'y a pas marqué Motorola encore, hein, tu vois. Donc on verra le prochain, mais Samsung. Et en même temps, je pense que Google doit se poser pas mal de questions sur la gestion de l'intégration de Motorola, parce que si à partir de maintenant, par exemple, tous les Nexus étaient des Motorola, ça découragerait un petit peu les constructeurs partenaires, les Samsung, les HTC et les autres. Voilà, on l'avait dit au moment du rachat, on savait que Google rachetait dans Motorola tout le catalogue de brevets, entre autres, même s'ils ont dit, attendez, c'est pas que pour ça qu'on l'a racheté, loin de là, on aime les ingénieurs de Motorola et ils vont sortir des choses merveilleuses. J'attends de voir, même si la dernière tablette Motorola 7 pouces que j'ai vue à CES, c'est pas mal du tout. Concrètement, Ulrich, on va rebondir sur ce que disait Cédric, c'est intéressant. On a vu que Samsung était plutôt le fer de lance des ventes d'Android ces derniers mois. On parlait du form factor de l'écran, on va y revenir. Le fait que Google donc, ait repris Motorola, et ça va pousser le coréen à aller voir ailleurs et peut-être à switcher sur d'autres standards. On sait qu'il a son propre OS, ça s'appelle Bada, qu'il a lancé en grande... Laissez-moi terminer ma question. Lancé en grande pompe il y a 2 ans au Mobile World Congress. Il va le fusionner là avec Tizen, voilà, l'ancien Migo. Est-ce que c'est pas, il n'y aura pas une tentative que Samsung fasse comme Apple ou Google maintenant avec Motorola, d'à la fois maîtriser le logiciel et le matériel? Alors point par point, concernant Motorola. C'est longue la question. Concernant Motorola, je crois que le rachat n'est pas encore effectif, vraiment. Effectif. Il doit être validé par des organismes en Amérique, etc. Et pas qu'en Amérique, également en Europe, etc. Donc ça va prendre du temps. Et en plus, de régulation, la concurrence. À vrai dire, je suis vraiment persuadé que Google ne va pas vraiment lancer des téléphones Nexus Motorola, mais va plutôt laisser Motorola s'autogérer à côté. C'est une scope, quoi, Motorola. C'est une scope de chez Google. C'est une coopérative. C'est j'ai mes pauvres. En tout cas, il va falloir attendre que Motorola soit rentable dans un premier temps avant de s'en servir, je pense. Et pour Bada et pour Migo, et le fait qu'ils veuillent aussi miser plusieurs systèmes et pas miser sur... et même ils font aussi du Windows Phone, Samsung. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les constructeurs qui font seulement d'Android, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a que Motorola. Tous les autres constructeurs font des multiplateformes. On a chez Windows Phone, on les retrouve quasiment tous maintenant, tous ceux qui sont sur Android. Et on a Samsung qui a sorti Bada. Samsung a été pas mal motivé par les derniers chiffres sur Bada, surtout comme des marchés comme le C'est l'entrée de gamme, Bada, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt l'entrée de gamme des téléphones chez Samsung. Oui, entrée de gamme, moyen de gamme. Et en France, il y a eu des très beaux chiffres. Je crois que c'est le 3e système. Ça a été le premier à un moment. Ça a été le téléphone le plus. Ça a été le plus vendu en France. Ça a été pour la première fois le téléphone le plus vendu en France. C'était un smartphone et c'était un téléphone Bada. Oui, il coûtait 1 euro. Évidemment, ça aide. Oui, ça aide. Oui, continue là. Et je crois que Samsung est vraiment sûr de sa stratégie et réconforté parce que finalement, s'appuyer sur plusieurs plateformes très fortes comme Tizen, Windows Phone et Android, jusqu'à maintenant, sur les derniers mois, les dernières années, ça a été gagnant. Donc, je ne vois pas pourquoi il changerait de stratégie. Non, il est hors de question que Samsung arrête de faire de l'Android. Je vous mets à l'aise tout de suite, même au bénéfice de son propre système. Samsung, depuis toujours, ils font ce qui se vend. Moi, j'ai ce souvenir, est-ce que c'était il y a 2 ou 3 ans, sur le stand de Samsung au Mobile World Congress à Barcelone, il y avait déjà de l'Android. Il y avait Bada, il y avait Android, il y avait Windows Phone, il y avait même Linux Mobile. Vous imaginez si demain BlackBerry donnait son système en licence, je suis sûr que Samsung en ferait un téléphone juste dans le doute. Juste pas principe. Oui, non. Leur truc, c'est on fait ce qui se vend. 2, on couvre le marché et tous ces segments avec des produits même très segmentants. Il faut se souvenir qu'avant la vague définitive des smartphones, Samsung, c'était un constructeur qui sortait un téléphone par semaine. Et un téléphone différent qui adressait un segment de marché différent. Donc, non, ils ont pas... Je pense pas qu'ils en sont au moment où ils vont se dire on est plus fort que tous les autres et donc on va faire un système qui sera que à nous et on fera que ça. Non, c'est pas possible. Ils surfent tellement fort sur la vague Android qu'ils vont pas changer leur fusil d'épaule aujourd'hui.
Alors, il n'empêche, Cédric, l'Android reste aujourd'hui, enfin, le fer de lance, le téléphone étendard, le smartphone étendard de la gamme Samsung, ça reste le Galaxy S2. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en préambule, il a super bien marché. Ils ont annoncé, je crois, 5 millions de S2 vendus en seulement 3 mois après son lancement. Mais ça, c'était longtemps, c'était il y a 6 mois. Énorme. Et maintenant, ils ont dépassé. Enfin, maintenant, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 10 millions pour le S2 en 5 mois. Depuis, il n'a pas été réactivé. Il faut rappeler qu'Apple a vendu 4 millions d'iPhone 4S en 48 heures. Ouais, Voilà. mais on parle pas de la même chose. Mais 10 millions, ça me paraît. Mais il faut préciser, 10 millions, ça me paraît peu. préciser qu'à l'époque, le S2 n'était pas vendu aux États-Unis. Il arrive maintenant aux États-Unis. Oui, c'est ça, il y a toujours cette espèce d'effet retard bizarre quand même. Qu'en est-il des ventes du S2 aujourd'hui, Ulrich? Est-ce qu'il a souffert de l'arrivée du 4S? Est-ce qu'il a souffert d'autres téléphones concurrents dans la gamme Android? Sachant que, on va en parler, Samsung multiplie les sorties en ce moment. Galaxy S2 est un peu essoufflé. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ma communauté. Les gens, ils sont ils attendaient au CES un Galaxy S3. Et on sait qu'il arrivera. C'est une grosse probabilité qu'il arrivera à Barcelone. Non. Au Mobile World Congress. Il sera pas à Barcelone. Il sera pas à Barcelone. Je sais, c'est incompréhensible. Il ne sera pas à Barcelone. Ça m'étonnerait pas qu'il soit. Non, mais il sera évidemment sous le bureau à Barcelone et montré en privé. Mais a priori, il ne serait pas sur le stand de Samsung à Barcelone. Puisqu'il n'y aura même pas de conférence de presse de Samsung à Barcelone. Me dit-on aujourd'hui. Bon, Samsung, c'est un rouleau compresseur. Le Galaxy S2, j'ai plus de chiffres. Il communique pas trop sur les chiffres. Il y a tellement de variantes qui sont sorties avec des form factors différentes que je pense pas qu'il y ait que 10 millions. Il y en a beaucoup plus. Évidemment, il a peut-être souffert de l'arrivée de la baisse du prix du 3GS et peut-être du 4. Sûrement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation au sein même de la gamme Samsung, quoi? Parce que quand on voit le nombre de sorties, c'est affolant. Hein. Je vous les ai amenés, hein, ils sont là, on va les voir. Donc, ils ont sorti le S2, le voilà. Donc, ça, c'était en juin. Oui. Très bien, très fin, hein, remarquable en termes de finesse, hein, beaucoup plus fin en apparence que l'iPhone 4S. Mais vous voyez, il y a un petit renforcement ici en haut. En fait, c'est le bas qui correspond à l'antenne et une partie de l'électronique. Qu'est-ce qui est sorti à la rentrée? Il y a le Galaxy Note. Le Galaxy Note, le voilà. Donc le premier Samsung avec un écran encore plus grand que le 4,3. On n'a pas peur. C'est l'écran 5,3. Alors j'essaie de pas tout casser. Alors concernant le Galaxy Note, c'était assez impressionnant aux États-Unis, à Las Vegas. Je vous l'allume. Oui, vas-y par là. Je montre à l'écran. À Las Vegas, ils ont inondé toute la ville de Galaxy Note. Dans les centres commerciaux, il y avait des écrans. Sur les bus, c'était du Galaxy Note. Et je pense que Samsung est surpris de la vente du Galaxy Note parce que c'est un téléphone qui est tellement grand qu'on aurait pu penser qu'une simple petite partie de la population serait intéressée, serait la cible. Mais finalement, je m'aperçois que beaucoup de gens sont intéressés par le Galaxy Note parce qu'il a une très bonne conception. Alors voilà, différentes de taille. Vous avez l'iPhone ici, le Galaxy Note à côté. C'est impressionnant, ouais. Le Galaxy Note, à chaque fois que les gens le voient, moi la première fois que je l'ai vu, c'était un spectacle, un concert. Les gens quelqu'un devant moi a pris une photo avec le Galaxy Note et j'ai fait oula, c'est quoi ça? C'est une tablette? Et c'était quelqu'un de Samsung. Ça se vend concrètement cet engin? Alors il y a un stylo. Écoute, on n'a pas vraiment de chiffres. Samsung, il croit dur comme fer. C'est vrai, moi j'ai vu ce qu'ils ont fait au CES. Moi je pensais honnêtement que c'était un truc fait pour les marchés asiatiques, c'est-à-dire les endroits où les gens ont encore besoin d'écrire des trucs et des idéogrammes avec des stylets. Et ben non, ils y croient. C'est pas un coup marketing? Non, ils communiquent tellement dessus. Ils communiquent pas beaucoup. Tu rigoles, et ils vont continuer à le faire. Ils communiquent pas beaucoup en termes de chiffres. Ah non, ils communiquent pas en termes de chiffres. Mais alors que le S2, ils ont communiqué très vite sur les ventes. Mais pour tout dire, dans les jours à venir, ils vont encore communiquer en France très très fort sur le Note, alors qu'on pourrait penser qu'ils se concentrent soit sur le S2, soit sur le Galaxy Nexus. Je vous rappelle, quand même, le seul smartphone Ice Cream Sandwich Android 4 sur le marché aujourd'hui. Merci. Alors, on va en parler. Voilà. Qui est arrivé 2 mois après la sortie du Galaxy Note, oui, en exclusivité chez SFR, c'est marqué derrière. Alors, c'est également, alors ça, c'est le nouveau fleuron de la gamme, 4,3 pouces également. Donc, on voit bien que, en tout cas, chez Android, je ne sais pas s'il y a de la batterie. Oui, il y a de la batterie. Le coursier vient de passer, là, c'est pas possible. Oui. C'est rare d'avoir de la batterie sur le Galaxy Nexus. C'est pas moi qui le dis. Non, je suis méchant. On voit bien que, de manière générale, tous les constructeurs de téléphones, et je vous montrerai mon préféré après, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que tu as une safe room comme Kim.com là parce que... Non, regarde, il y a la fenêtre là, tu mets un coup de marteau et tu prends tout. Donc je termine. Il semblerait que les constructeurs Android soient d'accord sur le fait que le form factor du marché, c'est plus
3,5 Ouais. pouces comme ici, mais 4,3 Très clair. voire plus grand, messieurs. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas débat. Je l'ai dit, quand on me dit t'es un fanboy Android, Voilà, c'est ça une ressemble à sornette. ça. Mais j'ai passé un an de bonheur parfait avec un iPhone 4. Et après, quand je suis passé au S2, il y a un effet de cliquet. Moi, je peux plus revenir à un écran plus petit. Ça, c'est le Galaxy Nexus qui, on va dire, a un form factor comparable à celui du S2, peut-être un tout petit peu plus épais, mais avec cet écran courbé. Bref, là, c'est surtout le logiciel qui fait la différence. Et puis la finition aussi. Non, Alors, on la peut pas définition n'est revenir. pas la même. On Hein. peut- Tu répliquerais un fanboy, mais c'est vrai qu'à première vue, quand on voit j'ai failli dire un gros mot. On s'en tape éperdument. Je veux dire, le coquillard, on peut je le m'en dire. tamponne le coquillard. La définition, comment ça, Ouais. 1280 sur 720. Alors oui, tu vas me dire IPS, pas IPS, machin. Oui, enfin d'accord, c'est bien mignon, mais c'est quand même des débats d'experts. La taille de l'écran et ce qu'on arrive à faire avec. Maintenant, quand je reprends, et je le fais assez régulièrement, un iPhone 4 ou 4S dans la main, je suis désolé, c'est plus possible. Pour moi, c'est un téléphone d'enfant à côté. Non, mais Donc, on est d'accord. Retina, c'est plus un argument. Maintenant, avec les nouveaux haut de gamme Android, on est à des densités de pixels qui sont proches de Retina, donc Qui sont proches. qui sont très proches, et certains qui même la dépassent. Hein. J'ai plus les nouveaux Xperia, je crois, qui ont une densité de pixels au-dessus. Faut vérifier tout ça, mais Bon, écoute, en tant tout cas, mieux la pour eux. différence à l'œil, elle est Nul et non tellement avenu. difficile. Nul et non avenu. On s'en tamponne le coquillard, ne Ouais. demandez pas d'expert de taille d'écran, de taille de pixels. Ah non, Mais ça, ça nous c'est pas un suscite, débat d'experts. Rodrigo. Ça nous suscite profondément au niveau du vécu une émotion forte de se dire je n'ai rien à faire moi des appareils Android. Pourquoi est-ce que j'ai racheté ce truc? Parce que c'est plus grand, c'est plus beau. c'est plus Non, mais grand. au-delà, restons sur la taille de l'écran. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si Apple passait vers du 4 ou du 4 pouces, ce serait un plus pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un plus d'avoir un écran plus grand? Alexandre Lenoir, qui participe souvent à cette émission, qui est rédacteur en chef d'iCreate, dit l'avantage du 3,5 pouces. Certes, c'est plus petit, mais au moins, on peut manipuler un téléphone avec une seule main. Attends, Vous voyez pas bullshit. d'idée... non, mais bullshit, attends, je suis désolé, je l'utilise maintenant et j'ai eu le S2 avant qui est en taille comparable. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes d'usabilité, pourtant j'ai pas des très grandes mains, donc non, Ouais. ça c'est bullshit. Mais par contre, ce qu'on arrive à faire avec un écran plus grand en termes de navigation sur Internet, de confort de lecture, etc. Mais de toute façon, c'est même pas la peine de se dire si Apple se mettait à faire des écrans de cette taille-là. Apple, on le rappelle, aurait dû sortir en juin dernier un iPhone 5. S'ils ne l'ont pas fait, c'est pour des problèmes de fabrication, comme l'a confirmé Admimo, le patron de Foxconn. Donc voilà, ce mouvement-là de marché, il est enclenché. On va pas dire que c'est une mauvaise idée parce qu'Apple n'a pas réussi à le sortir. Non, c'est une question de semaines ou de mois maintenant. Est-ce qu'en termes marketing aujourd'hui, pour vendre un téléphone, il faut mettre un écran plus grand? Ça dépend, pas pour tout le monde. La preuve que non, si on regarde dans le passé, effectivement, après, Cédric a raison, hein. Même Apple suit certaines tendances du marché quand il est majoritaire dans un marché, ils n'ont pas le choix de toute façon. Hein. Après, moi je fais partie des gens qui préfèrent plutôt un téléphone plus petit que plus grand, parce que j'aime bien avoir mon téléphone dans la poche, et que pour avoir mis un Galaxy Nexus ou des tailles équivalentes dans mes poches de chemise, je suis pas à l'aise avec le truc. Mais je représente certainement pas la majeure partie du marché, voilà. C'est là où je rejoins Alexandre, hein, c'est que moi, voilà, j'aime bien avoir mon téléphone qui soit relativement encore discret et qui puisse se mettre dans une poche de pantalon et de jean. Donc, ça, ces soucis d'usability, je pense qu'ils sont présents chez Apple. C'est ce qui me fait dire qu'ils garderont les deux facteurs de forme, comme tout le monde le fait. Ouais. Et puis il y a aussi des gens qui achètent encore des téléphones plus fins et plus petits. Là, c'est vraiment une question de tous les goûts sont dans la nature. Ce qu'apporte l'écran pour moi, 4 pouces et plus, c'est pour le développement des usages Internet, ça c'est vrai. Vidéo aussi, et puis on l'a dit hier, tout ce qui est livre numérique. Je vous rappelle, et c'est peut-être pas uniquement pour des choix marketing, mais des choix vraiment de usability, qu'on n'a pas les textbooks interactifs d'Apple disponibles sur l'iPhone, parce que de mon point de vue, l'écran serait trop petit. Voilà. Donc c'est ça aussi que va apporter les grands écrans, notamment chez Apple. Et puis là, on se reposera d'autres questions de cannibalisation avec les tablettes. Alors en tout cas, une des vertus, donc ça on parle essentiellement de téléphones premium, hein, ce sont les concurrents directs de l'iPhone 4S aujourd'hui. En tout cas, une des vertus de mettre un écran plus grand, on va essayer de le rallumer, voilà, c'est de pouvoir faire, quand vous avez un écran plus grand, des téléphones
très fin, comme vous pouvez le voir. Par contre, on parle de téléphone premium. Est-ce que vous pensez, et de manière très honnête, Cédric, en matière de qualité de fabrication, la concurrence Android a rattrapé Apple? C'est compliqué parce qu'il y a des choix que fait Apple. Parce que franchement, Cédric, je te montre un truc. Hein. Ça, no way. Ouais, mais regarde, retourne-le vers toi. Oh, une batterie, tu peux en acheter une deuxième. Non, d'accord, mais regarde. Enfin, c'est un peu cheap quand même en matière de qualité de fabrication. Non, mais je trouve pas ça cheap parce que c'est dur de faire des choses fines qui sont solides. Et celui-là, honnêtement, pour l'avoir fait tomber moult fois, même exprès parfois. Ouais. Alors que c'est du verre chez Apple et c'est fragile. Voilà. Mais on a déjà eu ce débat. Il y a des choix qu'Apple a fait pour l'iPhone 4 et 4S, c'est-à-dire les deux faces en verre, le pourtour en métal, qui en font un objet au design absolument intemporel et un truc qui restera. Je suis pas sûr de fait que ces designs resteront des choses immortelles. Même si on reste un peu dans les standards du marché du smartphone. Alors évidemment, le choix du plastique permet aussi de faire des téléphones plus légers, parce que si tu fais un téléphone entièrement en verre qui fait cette taille-là, ça va faire mal en termes de poids. Il y a des questions de solidité, mais on a tous vu, enfin tous, pas tous, mais à CES, les démos du nouveau, comment il s'appelle-t-il, le nouveau Gorilla Glass qui va permettre de faire des trucs courbés absolument magnifiques, bref, et encore plus fin et encore plus solide. Non, moi si on doit faire juste un concours de beauté des smartphones, pour moi l'iPhone 4 est encore le plus beau. Il y a pas, mais il y a des choix, c'est-à-dire que voilà, Apple a fait des choix sur la beauté d'abord au détriment pour le souci de réseau, on s'en souvient sur l'iPhone 4, et puis de la solidité sur l'iPhone 4S. Mais non, en termes de design pur, c'est clair, ça reste une machine absolument sublime. Je suis d'accord quand Steve Jobs disait, c'est un truc qui est designé et exécuté et fait comme un magnifique appareil photo Leica, par exemple. Rodrigo sera d'accord. Ulrich, tu es d'accord avec Cédric en disant qu'aujourd'hui, les constructeurs, en termes hardware, en termes de design, de finition, qualité de matériaux, ils ne sont pas encore au niveau d'Apple et de Jonathan Ive, notamment? Alors moi, c'est vrai que je vois différentes catégories de constructeurs. Samsung, c'est ceux qui ont la définition et une qualité de fabrication la plus basse pour moi. C'est des produits assez fragiles. Le Galaxy S2, il fait tellement fin tellement léger que les gens, quand ils le prennent en main, ils le font tomber la plupart du temps. Ouais. Et il ne se casse pas, c'est le principal. Mais on a des constructeurs comme HTC, comme Nokia ou comme Sony Ericsson, ou Sony maintenant, qui sont pas si loin d'Apple, même si Apple reste quand même devant. Mais bon, à sortir 5-10 téléphones par an, et là je parle pas de Samsung, c'est sûr qu'on a des qualités de fabrication et des finitions qui sont inférieures à Apple. Parce que leur durée de vie est moins longue en clair, c'est ça, Ulrich? Les durées de vie sont moins longues, on voit les fréquences de sortie de téléphone chez Samsung. Le Galaxy S2... Quitte à nuire, on le disait en préambule, quitte à nuire aux ventes, parce qu'il y a trop de sorties, notamment chez Samsung en ce moment. Non, le fait de sortir plusieurs téléphones dans l'année nuit pas aux ventes, non. Non, ça nuit aux ventes unitaires de chaque apparemment, modèle. Ça nuit... Oui, je pense que ça doit nuire à la rentabilité d'un modèle, mais... c'est sûr que quand je disais que le Galaxy S2 il s'essoufflait, on attend le Galaxy S3, mais le Galaxy S2 il est sorti en juin. Alors en matière de qualité de fabrication, c'est vrai que moi j'aimais beaucoup je trouvais sympa le Galaxy S2, mais je le trouvais un peu trop plastoc par rapport à ce que fait Apple aujourd'hui en matière de verre, mais je pense qu'ils vont faire des progrès. Et puis est arrivé ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le Prada de LG. C'est le Prada de LG. Alors je vous le montre. Voilà, petit écran sympathique. On sort le téléphone. Avec. Alors, il n'a pas la dernière version. Je l'ai pas eu en main. Il est comment? Oui, il est de toute beauté. Alors, tu as un petit bouton ici. Regardez le détail de la finition avec ici le petit capot. Ah, c'est joli. Ça, même pas Apple le fait. Le petit capot pour l'USB. C'est vraiment très, 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 très poussé en termes de qualité de fabrication. Alors, ça reste du plastique, mais le dos est travaillé façon cuir derrière. C'est plutôt réussi. Ça me fait penser aux Lumières. Oui, un petit peu. Avec un écran évidemment 4 Ultra pouces comme le Galaxy S2, il est aussi fin que le Galaxy S2, sauf qu'il n'a pas le renfoncement en dessous. Et puis, il n'a pas la dernière version d'Android comme le Nexus. Alors, et on l'allume par le dessus. Voilà, je cherchais. Mais c'est plutôt joli. Vous allez voir si ça s'allume. Et pour la modique somme de... c'est le même prix que l'iPhone. C'est la même chose. Non, ça a l'air beau. On nous l'a livré, mais pas cher. C'est formidable. Ou d'autres gens que je regarde du coin de l'œil l'ont déchargé un peu trop rapidement.
Voilà, donc là, véritablement, c'est une vraie réplique, une vraie riposte en matière de qualité de fabrication, avec le métal en dessous. Non, parce qu'on parle de qualité. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est la qualité, le choix de la qualité des matériaux. Parce que les matériaux. Le choix des matières. Oui, je rappelle, quand Apple fait des téléphones en verre, c'est avec du verre qui vient de chez Samsung. Donc, puisque Gorilla Glass, c'est Corning, et Corning, c'est Samsung. Mais donc c'est un choix. Poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas Samsung dans l'électronique aujourd'hui. Si, Apple a fait un truc super important la semaine dernière. Sony, ils ont publié la liste de leurs 100 ou 200 plus gros fournisseurs d'électronique. Et en gros, c'est le who's who de l'électronique mondiale. Et de fait, il y a LG, il y a Samsung. Ah bah je me répète en fait, voilà, c'était tellement important que ça fait 2 fois que je vous en parle, mais quand on voit quand même, l'important technologiquement, c'est la qualité et la puissance de l'intégration. Et moi je sais que la première fois que tu tiens un Galaxy S2 dans la main, t'as du mal à comprendre, c'est-à-dire ton esprit ne comprend pas comment on a mis un truc si grand dans un truc si fin. Enfin c'est pour ça qu'évidemment je suis d'accord avec Ulrich, on attend tous le S3 pour dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus dans le prochain? Est-ce qu'ils vont juste changer les matériaux? Bon évidemment il ira plus vite, plus fort, l'écran sera mieux, etc. Ce sera le nouveau super AMOLED plus. Mais voilà le trio gagnant aujourd'hui Android. Pas mal. Le voici. Donc on a parlé du hardware. On a vu que les constructeurs concurrents d'Apple étaient en net progrès. Notamment, moi j'ai beaucoup aimé le LG. Qu'en est-il du système? Nouvelle version de système. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est Ice Cream Sandwich, la version 4, si je dis pas de bêtises, d'Android. Alors question récurrente. On va sur Twitter de pas mal de gens concernant Android. Est-ce qu'il y a un truc, c'est des fanboys qui disent ça, et là je me tourne vers Ulrich, est-ce qu'il y a un truc qu'Android a créé ou possède et qu'iOS n'a pas? Et qu'iOS n'a pas et qu'iOS n'a pas copié en fait. Non, alors moi c'est une question que tu aurais dû me poser avant, j'aurais plus préparé. Moi ce que j'aime bien c'est la il faut bosser avant la personnalisation de l'interface. Je peux dire que c'est franchement, moi j'ai un iPhone, j'ai un Nokia Lumia. Nokia Lumia, une fois que tu as changé les couleurs des icônes dans Windows Phone, tu les as toutes fait, et même le rose, etc., bah t'en as marre. Donc tout ce qui est personnalisation, c'est la force plutôt d'Android. Ouais, la personnalisation, tu peux tout changer. Enfin, tu peux vraiment. Un peu l'image de Windows par rapport à macOS, c'est un bon parallèle. Voilà, tu peux. Non, plus réussi. C'est au-delà de ça. C'est vraiment au-delà de ça. Tu peux. Honnêtement, tu peux vraiment tout changer. Spécialiste Android, mais il y a aussi un truc qui me plaît à chaque fois que je prends un bon téléphone Android, ce sont les widgets. Bien sûr. Cette capacité à mettre des applications par-dessus la grille de rangement des applications. Chez Apple, on est quand même vachement avec des œillères. C'est une grille Apple, de 4 sur 5 ou de 4 sur 4. Ils s'en sont un petit peu inspirés d'ailleurs avec c'est sûr que ça va arriver chez Apple. Ouais. Et c'est vrai qu'Apple s'est beaucoup inspiré, puisque dans le centre de notification, il y a un petit widget sur la météo. Il suffit de dans iOS 5. Mais tu peux descendre. Mais le centre de notification, ils sont beaucoup inspirés Apple d'Android. Oui, d'accord, mais enfin, ce mouvement-là, ce geste-là, c'était Android. Oui, mais tu descends une fois de plus une barre d'information qui vient recouvrir ton écran. C'est pas ces belles widgets qu'on voit sur tous les téléphones Android avec ta météo, ton lecteur musical. Et tu peux vraiment gérer 2 niveaux d'ergonomie, les applis en fond et ces applis ouvertes sous forme de widgets au premier plan. Et ça te donne de l'air, quoi. Ça donne du plaisir et de l'air, et on n'a pas ça sur iPhone. Et moi, je suis assez jaloux de ça quand même. Voilà, donc là, on browse et on a la possibilité par-dessus de mettre des... voilà, je vais y arriver. Mais c'est le seul truc. Voilà, les applications. Voilà, donc c'est assez réussi, effectivement. Ce qui est fou, c'est que Apple l'a mis sur macOS X. Les widgets, on les retrouve sur macOS X. Et puis ensuite, Windows a copié pour Windows Vista. Mais ce qui est fou, c'est que... voilà, ça, je pense que c'est un des gros arguments d'Android. Et ce qui paraît en plus logique en termes d'utilisation, c'est... Pour accéder à une information, on n'a pas besoin à chaque fois d'ouvrir une application. Moi, je suis heureux le matin d'aller voir les derniers horaires de mes bus dans le widget de la RATP. Je suis content de lancer Spotify sur le même écran juste au-dessus, justement quand j'entre dans le bus. Et puis après, je suis content d'aller voir mes emails rapidement d'un coup d'œil sans rentrer dans l'application de Gmail. Cédric, toi qui utilises au quotidien le Galaxy Nexus, donc qui est le premier smartphone avec la dernière version d'Android, c'est pas le cas des autres. Ce qui n'est pas toujours évident, on va en parler, de les mettre à jour. Et ça, c'est peut-être un argument en faveur d'Apple, on va voir. Quelles sont les avancées les plus intéressantes de ce système par rapport aux versions précédentes? Une unification de l'interface, c'est le plus important, c'est que les premières tablettes Android n'étaient pas terribles parce que c'était quand même un système directement hérité de la téléphonie pour les tablettes. Donc c'était la même chose mais en plus grand avec des plus grosses icônes, c'était pas terrible.
Puis ils ont sorti Android 3, comment s'appelle-t-il, avec un H, Honeycomb, qui lui était un système spécifiquement fait pour les tablettes, mais pas pour les téléphones. Je te raconte pas pour les développeurs comment la vie était belle. Et là, tout à coup, on a avec Ice Cream Sandwich un système qui fonctionnera sur les deux. Même infrastructure, même tout, etc. etc. Donc ça, je pense que c'est surtout chez les développeurs qu'on a fait enfin. Je trouve, moi, que le système va vite, très vite. Peut-être que Ulrich pourra nous donner des informations sur ce qu'ils ont fait sur la couche graphique. Très agréable à utiliser avec, je sais pas, qu'est-ce que je peux te montrer, tiens. Et puis avec des soft buttons, avant sur un téléphone Android, en bas il y avait un bouton home, un bouton back et puis un bouton depuis Honeycomb avec les tâches qui sont en train de tourner. Voilà par exemple toutes les tâches qui tournent sur mon téléphone à un instant T. Alors par exemple, voilà, j'ai une de mes applis préférées. Il y a du monde, hein, c'est vrai. Ouais, bah oui, parce que c'est une vraie machine multitâche. Et d'autant que ce que je vois ici dans des widgets, c'est vraiment l'image en temps réel de ce qui se passe dans mon appli. On est dans du vrai multitâche. Pour autant, si je dis tiens, je vais libérer un peu de mémoire parce que j'ai envie de faire autre chose, évidemment, il y a une gestion automatique de la mémoire, mais peu importe. Voilà, là, je viens de switcher vers mes SMS que vous ne lirez pas. Mais attends, juste une chose, parce que c'est joli et c'est du joli eye candy. Allons rechercher Reddit Later dans mes applications. Tiens, non, Foursquare, j'en ai pas besoin, je le retire. Hop là, Foursquare est sorti de la mémoire. C'est pas mal. Ice Cream Sandwich, on l'attendait depuis très longtemps. Déjà parce que comme ça a été dit, il a unifié le monde des tablettes et le monde des smartphones. C'était très compliqué. Et ensuite parce qu'il y a eu un gros travail en termes d'interface. Et j'avais fait une étude récente qui montre que le téléphone Android qui a la plus grosse satisfaction, c'était le Nexus S. Malgré qu'il ait une interface un peu austère. C'est pas pour rien, je pense que sur Ice Cream Sandwich, on arrive maintenant à un système qui est complètement mature. Une interface qui est super sympa. Beaucoup moins austère que sur Android. Aussi accessible aujourd'hui, aussi simple d'usage que pouvait l'être ou que peut l'être aujourd'hui iOS. Bah, je pense que honnêtement, sans apprentissage aucune. Je vois plus aucune interface alternative qui devient plus intéressante que l'interface de base d'Ice Cream Sandwich. Et je me demande qu'est-ce que va faire HTC avec HTC Sense, par exemple. Oui, HTC Sense, pour moi, surcouche graphique d'HTC. Ouais, voilà, la surcouche graphique d'HTC, qui était très intéressante parce que on pouvait changer toute l'interface. Bon, et elle apportait également des nouvelles fonctionnalités. Et finalement, HTC Sense, moi j'en ai même plus envie. La difficulté pour l'utilisateur Android lambda, pour résumer un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est qu'effectivement chaque constructeur a ajouté une surcouche graphique. Samsung, alors c'est pas une surcouche. Ericsson. C'est vraiment pas une surcouche. Oui, enfin, on va pas jouer sur les mots, mais à rajouter son environnement autour de son téléphone. Et ça fait que, tout en restant dans l'univers Android, si on changeait de marque, on ne retrouvait pas forcément ces pénages. C'est fini, ça. Ça, c'est fini, c'est terminé. Donc là, maintenant, c'est terminé. Avec Ice Cream Sandwich, donc apparemment, il y a une unification et ils vont pouvoir effectivement essayer de capitaliser sur cet utilisateur en changeant de marque, on ne change pas d'univers surtout et d'environnement. Tout est fait pour te simplifier la vie si tu changes de téléphone. Si je prends un nouveau téléphone demain, je rentre mon login Gmail par exemple, badaboum, il va aller rechercher toutes mes applications, tous mes trucs, me les réinstaller. C'est absolument impressionnant. Et Google est allé encore un cran plus loin parce que non seulement Monsieur X. ils imposent ça aux fabricants de téléphones et de smartphones en leur disant maintenant vous ne touchez plus, vous ne rajoutez pas votre environnement. En quelque part, vous n'optimisez pas et vous ne pouvez pas vous différencier, ce qui est un peu aussi dommage. Un peu comme Apple, quoi. Complètement comme Apple. Commence à codifier. Et le cran plus loin quoi. aussi, et là on est complètement dans l'imitation de la stratégie d'Apple, c'est qu'ils ont dit aux opérateurs de téléphone, avec Ice Cream Sandwich, c'est fini. Ce qu'on appelle la peau de l'opérateur, qui peut être, alors là vraiment une surcouche, qui permet de donner des raccourcis sur certaines applications que l'opérateur a développées pour son marché local, une présentation graphique qui reprend les couleurs de l'opérateur, c'est terminé aussi. Donc on est vraiment à totale parité, recherche de parité entre Google et Apple. On met notre OS sur des smartphones et c'est nous qui contrôlons les couches basses, l'environnement, l'optimisation, ce que voit l'utilisateur et donc derrière les services. Ouais. Alors, Rodrigo, juste un petit mot pour Rodrigo. Je me souviens il y a quelques années, il avait un BlackBerry, puis il a eu un Nexus One. C'est l'un des premiers à avoir eu un Nexus One, je me souviens, dans ce beau pays. C'était courageux à l'époque quand même. C'était courageux, ouais, c'était le Nexus One, pour la petite rappel, c'était le premier Google Phone fait par HTC. Le deuxième, je crois. Voilà, et... deuxième à l'époque, il y avait un truc monstrueux avant, et puis il y a eu le Nexus One qui était pas trop mal en termes de design matériel, mais absolument à chier en design software.
Il y a quand même eu des progrès qui ont été faits en matière d'ergonomie, en matière de simplicité. Est-ce que tu te penses, toi, en tant qu'utilisateur exigeant iOS fanboy, qu'ils sont au niveau d'iOS aujourd'hui? Pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas. Ou c'est plutôt geek comme solution? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Monsieur et madame tout le monde, ils n'ont vas-y. pas la possibilité de comparer les deux. Alors peut-être les plus jeunes, ils regardent avec leurs copains, ils se disent tiens, qu'est-ce que tu as sur ton téléphone, qu'est-ce que tu as un autre. Mais quelqu'un plutôt de ma tranche d'âge, il se dit je prends lequel. Et il ne peut pas comparer les deux. Moi par exemple, tu vois, j'ai un iPhone, depuis j'ai un 4, j'ai pas un 4S, j'ai pas eu envie d'acheter un 4S. Je ne sais pas ce que propose Android et rien de ce que vous avez dit depuis 3/4 d'heure ne m'incite à aller chercher un téléphone Android. Et c'est ça le problème. C'est qu'on se base sur des features de produits, des fonctionnalités, des tailles, C'est peut-être le prix, qui Rodrigo. ne me suscitent pas C'est peut-être le prix. un besoin. Et alors, le besoin, Ouais. il serait quoi? Encore une fois, c'est extrêmement basique. Ça serait une durée de vie de batterie extraordinaire, comme fait l'iPad. Ça me donne 10 ou 11 heures, premier besoin. Ce serait un nouvel appareil photo. Ça y est, le 4S est au niveau du marché. Et puis après, ça serait les applicatifs disponibles ou pas. Et pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut sur mon iPhone. Alors, Ulrich, justement, on en est où de l'application? Pour conclure sur Android, l'App Store avait une grande avance. Il semblerait que Android est rattrapé avec l'Android Market sans retard. Aujourd'hui, on a 400 000 applications sur l'Android Market. Enfin, on n'a pas 400 000 applications sur Android Market, c'est faux. On a 400 000 applications qui existeraient sur Android Market. On Qui ne en sont a pas un peu moins. tous valides. Elles ne sont pas toutes valides, elles ne sont pas toutes Elles sur ont disparu, elles reviennent, etc. Elles C'est sont ça? pas toutes sur l'Android Market, elles sont sur d'autres markets alternatifs. Mais en tout cas, il y a un écosystème de 400 000 applications. Le rythme est un peu plus effréné qu'avant. Et je pense qu'il doit peut-être être au-dessus de celui de l'iPhone, de iOS. Ouais. Je pense que d'ici quelques mois, Android aura plus d'applications que iOS. Mais bon, ça, c'est juste des chiffres. C'est vrai même que pas moi, ça qui est très important. Moi, je le vois au quotidien. Le plus important, c'est que les tester. meilleures applications soient là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a toutes les tu as retrouvé toutes les applications dans l'univers Android. Exactement. Là, l'important, c'est que les applications que tu cherches soient là. Jusque-là, on a déjà eu ce Hormis débat. Instagram, bien sûr. Ça y arrive. Ça y est, ça a été annoncé en décembre. Ouais. Et c'était vraiment le seul truc où on disait tiens, il n'y a pas d'Instagram sur Android, c'est quand même bizarre. Je pense que Google a dû faire un gros chèque. Mais bon, C'est passons. pas sûr. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, je vois même pas la différence entre iOS et. Sur Android, il y a toutes les applications qui sont sur iOS sont quasiment toutes sur Android. Ce qu'il n'y a pas sur iOS, c'est qu'il n'y a pas Google Maps Navigation. C'est tout. Et ce qu'il n'y a pas sur Android, c'est AirPlay. Moi, une des choses... On a Si, plein d'autres solutions. si, et si, AirPlay oh là est sur là. Android. Si tu AirPlay savais. est sur Android. Oui, mais pour quelqu'un comme moi qui n'a pas pu s'empêcher d'acheter du matériel Mac depuis 10 ans, j'ai des enceintes Apple. Voilà. Non, mais au-delà, Ça marche avec Android. D'accord. Oui, ça marche, mais est-ce que c'est aussi facile? Ah bah, honnêtement, Franchement, oui, attends, je suis désolé. iMedia Share sur Android, moi j'ai été le premier surpris de dire tiens, je prends une vidéo, je peux l'envoyer sur l'Apple TV. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, mais tu l'envoies avec un bouton, comme sans configuration, sans rien. Ah bah, tu lances une appli, tu vas choisir ce que tu vas lancer, que ce soit une vidéo, une photo ou, Ça marche sur la ou de la Freebox musique. aussi, hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc bon, c'est pas intégré dans le système, parce que si demain Google intègre dans Android AirPlay, je pense que ça va pas le faire. Mais de fait, des applications tierces peuvent totalement intégrer ce genre de choses. On parle des applications, 500 000 contre 400 000, on s'en fout. Aucun consommateur n'a le temps de regarder plus de 30 ou 40 applications. Ou alors, il va suivre ce que racontent des oiseaux sur des émissions, des podcasts vidéo. Ils vont lire la presse, type écriette, ce qu'on va leur recommander. Donc, Ils ont vraiment que ça à faire. exactement. Donc, ou ce que va leur dire leur copain, t'as vu, c'est génial, j'utilise pas. Ah ouais, c'est top, je download, je télécharge. Donc, personne n'a le temps de regarder 400 ou 500 000 applications et on s'en fout. En revanche, pour le développeur, il va se dire, je vais passer du temps à développer une application. Je ne sais pas, après 3 mois, si je vais pouvoir sortir sur le marché, est-ce que je vais avoir respecté ou pas les guidelines d'Apple. Il n'y a pas ça sur Android. Donc ça, c'est peut-être un avantage. En revanche, si on regarde le profit généré par les applications, je ne sais plus, on avait le chiffre l'autre jour, c'est 70% ou 60% sur iOS et quasiment rien sur Android. Donc si on se dit, je veux une distribution extrêmement large de mon applicatif, aujourd'hui, Android. Si je veux faire de l'argent avec mon applicatif, iOS. Donc il y a une nouvelle donne qui a été faite par 2 acteurs qui n'existaient pas, qui sont Apple et Google, qui ont complètement révolutionné l'usage de l'Internet en le rendant mobile, en accédant à des nouvelles classes de population, comme les femmes, par exemple. Donc c'est ça le truc intéressant, c'est que 2 acteurs de moins de 5 ans ont révolutionné le mobile et l'Internet mobile. En matière d'ARPU, donc le revenu généré par un abonné qui a un téléphone, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Monsieur X, les abonnés iPhone restent encore les plus dépensés? Oui, voilà, mais je m'arrête
pas là. Il faut aussi faire toujours le distinguo quand on parle d'ARPU entre le revenu qui tombe dans la poche de l'opérateur et le revenu qui tombe dans la poche. C'est bien que le bas blesse. C'est là où le bas blesse pour beaucoup d'opérateurs. Oui, c'est sûr que en termes de revenus de services générés pour la personne ou l'entreprise qui possède le système d'exploitation, donc iOS, Apple ou Android, Google, iOS est très 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 loin devant, mais Android va rattraper le terrain. Oui, c'est qu'une question de temps. Après, au niveau des opérateurs, là aussi, iOS est devant, mais si tu veux, le revenu généré par les applications ne concerne plus trop les opérateurs. Et là, Android, devant le succès d'Apple, s'engouffre dans la même brèche. C'est-à-dire que ce qu'ils mettent en place, c'est pas pour faire des cadeaux aux opérateurs. Par contre, comme le disait fort justement Ulrich, comme ils arrivent quand même deuxième et puis que les opérateurs ont été un peu échaudés, ils peuvent certainement trouver une entente entre Android et les opérateurs. L'union fait la force, monsieur. Absolument, pour que Android, à travers ses facilités de paiement, et Google reverse un peu d'argent aux opérateurs, et qu'en contrepartie, les opérateurs poussent Android, ce qui les arrange bien, parce que ça leur donnerait de la puissance de négociation vis-à-vis d'Apple, qui toise les opérateurs depuis maintenant 3-4 ans. La question, effectivement, c'est de savoir si également la crise économique et le pouvoir d'achat va aussi jouer sur ce créneau-là. On sait qu'Apple n'est pas forcément le constructeur de téléphone le moins cher et que Android a beaucoup aussi progressé dans l'entrée de gamme. Mais on pourrait faire d'autres épisodes et on aura l'occasion de faire d'autres épisodes parce que c'est un vrai feuilleton, cette guerre Android iPhone, même si tout le monde semble se satisfaire de la situation, qu'il n'y a pas forcément de vainqueur ni de gens qui perdent aujourd'hui. Mais avant de conclure, on va passer quand même aux questions Twitter. Alors, question peut-être pour Rodrigo, question d'Alex Dilus, alias Give Me a Gin Tonic, c'est original. Au vu des résultats du premier trimestre, en supposant que l'iPad 3, l'iPhone 5 et la TV d'Apple arrivent cette année, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'Apple, l'action est sous-évaluée aujourd'hui ? Alors, Apple est passé à nouveau hier, première capitalisation mondiale, à 416 milliards. Ils ont repris 6,9% en bourse. Les analystes modélisent, je vous ai déjà raconté ça, modélisent les prévisions financières sur la base d'hypothèses. Ils prennent en compte toutes les hypothèses et ils anticipent une sortie d'iPad 3, d'iPhone 5, d'une demande et tout ça. Et ça leur permet de modéliser le chiffre d'affaires cible, ça leur donne un résultat net, ils actualisent ça sur des taux et ça leur donne une valorisation qui est divisée par le nombre d'actions, ça donne le cours de l'action. Donc je dirais non. Le cours de l'action prend en compte toutes les hypothèses de marché. Néanmoins, il y a de l'info qu'ils n'ont pas chez Apple. Et quand Tim Cook a fait ses prévisions au dernier call il y a 3 mois, il a donné une cible qui était largement en dessous de ce qu'ils ont réalisé au dernier trimestre. Donc s'ils ont des trucs comme ça cachés, c'est possible que ce soit sous-valorisé. Revenons sur l'iPhone. Question de Flamby Premier. Utilisez-vous toujours Siri depuis le lancement de l'iPhone 4S, messieurs ? Dites la vérité. Oui, dans ma voiture, 2-3 fois par semaine, et c'est tout. Moi, j'ai une jeune personne que je connais qui a découvert Siri et qui en est tombée amoureuse. Mais voilà. On voit pas du tout de qui tu parles. Ouais, mais parce que... Non. Je ne vois pas du tout. Bien, messieurs, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer par Cédric. Mon coup de cœur cette semaine, c'est pas une appli, c'est un site en fait. C'est un site d'e-commerce qui s'appelle miniinthebox.com. J'explique, c'est un site de gadgets qui vient de Hong Kong, vous savez, comme Mega Upload, mais ça n'a rien à voir. Et en gros, j'y suis allé chercher des accessoires pour iPhone et pour smartphone, et les prix sont ahurissants. Au début, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas un vrai site, ces gens vont prendre ma carte bleue et ils vont disparaître. J'ai acheté un étui pour iPhone, ça m'a coûté 2,80 €. J'ai acheté les adaptateurs, vous savez, les power adapters pour iPhone qui se vendent combien, 29 € à l'Apple Store. Et ben là, c'est plutôt 2,90 €. Donc vous remplissez votre panier, vous achetez 40 €, parce qu'évidemment, du coup, des adaptateurs 220 volts USB qui servent à tous les appareils connectés. Et j'ai vérifié, ça charge même un iPad, etc. D'un coup, si vous voulez payer moins de 3 €, bah, vous en prenez 4-5 parce que vous en voulez
2 pour 3 pour la maison, 2 pour le bureau, etc. Vous faites un panier à 40 € et bah si, ça arrive parce qu'en plus les frais de port sont gratuits. Donc c'est un truc de shopping absolument dément. Je prends pas de commission là-dessus. On peut pas être commissionné, on n'est pas chez Amazon. Mais voilà, miniinthebox.com, truc ahurissant. Il y a des gadgets absolument abscons. C'est très très drôle. On a l'impression d'acheter comme sur comment s'appelle ce gigantesque site d'e-commerce, cette plateforme pour les professionnels, Alibaba.com. Mais sinon que là, on achète au détail et alors on vous l'envoie gratuitement dans un colis dont vous pouvez pas faire le tracking parce que c'est de la poste normale. Mais j'ai testé pour vous, ça a mis 2 semaines et des, mais c'est arrivé et c'est arrivé entier. Voilà, remarquable. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Alors, moi, mon premier coup de cœur, c'est un accessoire sur l'iPad, bien que je n'en ai pas, mais dont on parle beaucoup en ce moment. C'est un stand qui s'appelle le Magnus. Attendez, je vais retrouver son nom exact quand même, c'est bien le minimum, le Magnus Stand, et c'est fait par une société de design indépendante qui s'appelle Ten One. Voilà. Et pourquoi je le choisis ? Parce que c'est le premier que je vois qui est fin et qui s'inscrit vraiment dans le design des produits Apple. Ça a été un peu copié sur le pied d'un iMac. Voilà. C'est très très réussi, très beau. On se dit vraiment pourquoi Apple n'a pas sorti un stand équivalent. Et puis deuxième coup de cœur rapidement, c'était bien normal parce qu'on a parlé beaucoup d'Android. C'est un podcast Android qui s'appelle le podcast Android. Voilà, qui m'a harcelé pour qu'on parle d'eux, je le fais avec plaisir. Ouais. Et puis un utilisateur sur Twitter qui a été très sympa avec moi qui s'appelle Fitzcairn. Voilà, bonjour à eux. Très bien. Rodrigo, ton coup de cœur cette semaine. J'ai pas beaucoup parlé cette semaine et en plus vous m'avez disputé la semaine dernière parce que j'avais qu'un seul coup de cœur, alors j'en ai 4. Oh non, c'est vrai qu'on n'est pas en retard. Vous savez combien il se vend en fait d'iPhone par jour ? J'ai le chiffre, allez, 377 900. C'est plus que le nombre de bébés qui naissent par jour dans le monde. C'est 371 000. C'est plus que le nombre de gouttes d'eau qui tombent dans mon jardin. Je ne vois pas ce qu'on est en train de comparer. C'est rigolo. Allez, deuxième coup de cœur, une application qui sert à rien, donc absolument indispensable. Paf le chien, vous connaissez ? Vous donnez un coup de pied dans Paf, il faut l'envoyer le plus loin possible, il rebondit par terre, il va très très loin. C'est très addictif, ça sert absolument à rien, ça sert à passer le temps, c'est vachement bien. Troisième coup de cœur, il y a plein d'applications pour faire le DJ. Je ne sais pas si vous êtes dans les soirées récemment, donc tout le monde a son laptop pour faire Mais est-ce que vous aviez une appli pour le faire sur votre mobile ? Voire sur votre iPad, voire pour le faire avec 2 iPads qui se connectent en Wi-Fi. Vachement bien. C'est DJ Spooky, Paul Miller de son vrai nom, qui vous fait une appli et qui permet de faire des scratchs, des balances, des machins, des trucs. C'est vachement bien et ça marche aussi sur iPhone et aussi sur d'autres trucs. Et puis, dernier coup de cœur, c'est un peu bizarre, mais c'est bien pour les garçons qui ont un peu plus de 40 ans. Une appli qui s'appelle Badoo. Vous connaissez Badoo ? C'est Andrei Andreev qui fait ça. Basé à Londres, bon, c'est un russe d'origine, c'est sa 6e boîte, il est tout jeune, il a 136 millions d'utilisateurs inscrits, 35 millions d'utilisateurs actifs. Tiens. Alors pourquoi c'est intéressant ? Suivant les pays où vous êtes, ils ont par exemple 47% de leur activité qui est en Amérique latine, mais suivant les pays où vous êtes, c'est un outil de rencontre tout à fait banal, voire de rencontre tout à fait intime. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est qu'ils viennent de refaire une version sur iPhone, que vous voyez là. Et donc vous trouvez des gens, attendez, tac, voilà, ça vous montre les gens qui sont juste à côté de vous. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça vous dit, en géolocalisant les gens qui sont sur l'applicatif, il est à 300 mètres de vous et c'est matché par plein d'algorithmes et c'est rigolo. Ulrich, ton coup de cœur ce soir ? Moi c'est une publicité, c'est un spot télé qui arrive, qui est aux États-Unis actuellement depuis quelques temps, qui s'appelle Provocation. The Next Big Thing, qui est une campagne de Samsung pour le Galaxy S2. Où on voit des fanboys d'Apple en train de camper littéralement devant un Apple Store. Et à ce moment-là, il y a un mec qui a un Galaxy S2 qui passe devant. Et on a un gars de la pomme qui se lève de son sac de couchage, qui lève les yeux et qui voit le mec donc avec son Galaxy S2. Il attrape les barreaux. Donc là, on a un petit peu l'image subliminale des barreaux d'une prison. Et bon, on verra à l'écran, rassure-toi. Et il lui demande qu'est-ce que c'est. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on trouve que il montre le message que les fanboys sont emprisonnés par leur obsession de l'iPhone, tandis que le mec avec son Galaxy S2, il est libre.
Et bon, elle m'a bien fait rigoler et puis elle a pas mal voyagé sur le net. Non, mais surtout, il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle qui va sortir au moment du Super Bowl aux États-Unis, qui est dans la même veine. Je vous mets à l'aise, mais qui est déjà, je crois, fuité sur Internet. C'est très drôle et ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez frais sur leurs pubs. Samsung, alors que les pubs d'Apple sont venues. Ça, c'est un sujet sur lequel on devrait parler, Olivier, chiante depuis 2 ans, avec des images de familles parfaites qui ont des chiens, des pelouses tendues parfaitement et qui vivent dans des pays où il y a toujours du soleil. C'est triste à mourir. Des pubs à la Microsoft il y a quelques années. C'est ça, tu veux dire. Moi, je pense que cette campagne, c'est une des plus emblématiques depuis le Get a Mac de Apple, et c'est une des premières qui évoque l'iPhone, un concurrent qui évoque l'iPhone, qui évoque Apple dans sa publicité. De mon côté, la coup de cœur, moi j'aime bien le matériel, vous savez, c'est un stylo à billes communicant. C'est Wacom qui fait ça s'appelle Link. C'est sorti Ink. C'est sorti il y a quelques mois. On a attendu pas mal de temps avant de le recevoir à la rédaction. Ça coûte 70 €. En fait, vous dessinez sur une feuille de papier. Il y a un petit récepteur que vous agrafez, que vous accrochez avec une pince au sommet de la feuille, et ça numérise tout ce que vous dessinez. Et vous récupérez ça sur votre Mac ou votre PC. C'est assez bluffant. Alors, c'est plutôt réservé aujourd'hui. N'importe quel papier, c'est un stylo à billes. Donc ça s'appelle le Wacom Ink Link. Alors pour l'instant, c'est plutôt réservé à des usages artistiques, des illustrateurs notamment, mais je suis sûr qu'on pourra, dans l'avenir, avec les prochaines versions, on pourra trouver des usages un peu plus grand public et pourquoi pas écrire directement sur son stylo, comme ça existe déjà je crois que c'est Claire Fontaine qui faisait ça il y a quelques années, mais ça marchait pas super. Vous écrivez sur un bloc notes et puis votre ordi, quand vous rentrez à la maison, il récupère les données du stylo. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ça vaut 170 € le Wacom Ink Link. Merci messieurs d'avoir participé à ce 88e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans Plein Écran sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au programme samedi, les nouveaux modes de transport, que ce soit les alternatives. Pourquoi tu prends la voix de Jacques Chirac? Parce que je te fais la bande-annonce. Les alternatives au taxi, comme Uber, que Rodrigo connaît bien, et puis des alternatives à la location de voiture, voire même des alternatives à l'achat d'une voiture. On n'a plus besoin, quand on habite dans une ville, d'être propriétaire d'une voiture. Suivez mon regard, monsieur Frigard. Non, je peux pas. Tu es bien content quand je te la passe, mon C'est vrai, ça va. Ben oui, mais regarde, du coup, j'ai pas besoin de propriétaire. Du coup, j'en ai pas. Ça marche super. Mais il y a quand même des alternatives comme Buscar, une start-up vachement bien, et qui, sur une application, tu dis, tiens, il y a des gens dans le quartier qui louent leur voiture personnelle pour moins cher qu'un loueur normal. Ça marche vachement bien, et c'est dans Plein Écran cette semaine. Et vous retrouvez Monsieur X sur son Twitter, @TrueMrX. Vous retrouvez Rodrigo sur son Twitter et sur son blog, Je voudrais remercier tous les gens qui ont suivi l'appel de la semaine dernière. J'ai gagné plein de centaines de followers. Donc ça marche. Des centaines. Merci à vous. Ah, bravo. Bon, je pense qu'il exagère un peu sur les centaines, mais bon, passons. Jaloux. Et vous retrouvez bien sûr Ulrich tous les jours sur le site Frandroid. Merci d'être passé nous voir. Tu reviens quand tu veux, Ulrich. Ok, avec plaisir. Voilà, à bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.